Donc, on continue et ces rencontres, ça a été toute la journée. Je tenais à vous remercier tous les trois d'ici être présents ce soir. Et d'abord, je tenais à vous remercier, vous scolastiques, Mukasonga. Et je pense que vous êtes, pas mal de fois, vous êtes déjà venus ici. On a eu pas mal de fois l'opportunité de se rencontrer sur les livres précédents. Je rappelle simplement votre dernier roman, il faut le signaler, Julienne, paru chez Gallimard. On va en parler tout à l'heure. Je tenais à vous remercier aussi. J'ai regardé les livres, tac, 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 il est là, tac, et Vivant, et Valence Cabarari, coécrit avec Élise Delage. Aussi, vous avez fait un film, on peut les voir où ce film d'ailleurs. J'ai eu l'occasion, prenez Donc, oui, pour le moment, en fait, je viens de finir. Et donc, vu que c'est en autoproduction, donc j'essaie de démarcher des salles. Et, voilà, donc, soyez attentifs parce que c'est un très, très beau film sur la mémoire. Donc, votre film s'appelle Les chemins de la mémoire et Vivant. Donc, on va parler aussi, on a beaucoup parlé des morts, de la mort, mais aussi on va beaucoup parler de la vie aussi. C'est important de parler de la vie. Et je tenais à vous remercier aussi, Florence Prudhomme. Vous savez diriger ces livres avec d'autres personnes, avec Michel Muller et avec la collaboration de Dette Mouka Tagara, voilà. Et chez Garnier, ce n'est pas les premiers. Il y a combien de tomes, en fait, qui sont déjà sortis? Et les noms, les micros, s'il vous plaît. Il y a 4 livres qui sont sortis. Il y a 2 tomes des cahiers de mémoire en 2017-2019. Le troisième, qui est celui-là, les récits des rescapés du génocide des Tutsis dans l'ex-préfecture de Gikongoro. Et aussi un livre que j'ai accompagné de Dadi de Massimo Musiramitali, qui s'appelle Un deuil impossible. Comment est-ce que vous avez procédé pour compiler justement tous ces témoignages? Parce que dès le départ, ça fait quand même pas mal d'années, vous êtes lié au Rwanda d'une manière tout à fait particulière aussi. Écoutez, je vais expliquer. Vous pouvez répondre quand même et après vous allez lire votre texte. Oui, non, mais c'est parce que j'explique toute l'histoire dans le texte. Mais vous pouvez le faire ici si vous voulez, c'est mieux, je pense. C'est beaucoup mieux. Oui, tout à fait, oui. Donc, j'ai fait un premier voyage en 2004 au Rwanda. Michel m'a rejoint 2-3 ans plus tard. On a construit une maison de quartier pour les veuves rescapées dans le Mudugudu Imena à Kimironko, à Kigali. Et il y avait un groupe, on travaillait avec un groupe d'une centaine de femmes rescapées qui vivaient là. On leur a demandé ce qu'elles aimeraient. Et elles ont dit on aimerait un lieu pour être ensemble, pour parler, pour nous parler. Et donc on a construit une maison qu'on a appelée la maison de quartier, où elles se sont réunies et où on a mené toutes sortes d'activités. Pendant 10 ans, il y a eu notamment la coopérative qui faisait les tableaux Imigongo, les superbes tableaux. Il y a eu un groupe de bijoux, il y a eu une chorale et il y a eu des formations professionnelles. Et au bout de 10 ans, on passait beaucoup de temps au Rwanda, Michel et moi, chaque année. Et au bout de donc on allait aux commémorations au stade Amahoro. Et au bout de 10 ans, on a pensé à créer un atelier de mémoire avec les femmes, enfin très majoritairement des femmes et quelques hommes, pour recueillir leurs témoignages. Et il y avait un lien de confiance qui s'était établi réciproquement pendant 10 ans. Et à ce moment-là, on a démarré l'atelier de mémoire qui a donné naissance aux 2 premiers tomes. Merci. Donc, vous avez un texte à lire, je crois, que vous savez préparer pour introduire cette rencontre. Merci beaucoup. Merci.
Je remercie le Mémorial de la Shoah pour son invitation et je suis émue de représenter ici les auteurs et autrices des récits de rescapés du génocide des Tutsis en préfecture de Gikongoro, tout en étant désolée de le faire en leur absence. Je les remercie pour la confiance qu'ils nous ont accordée. Je remercie Dafrosa et Alain Gauthier, auprès desquels est né le projet de ce livre, lors du procès de l'ex-préfet Buchi Baruta, que j'ai suivi à leur côté à Paris en 2022. Les 22 auteurs des récits de rescapés ont tous témoigné lors de ce procès. Ils ont été directement, psychiquement et physiquement confrontés à l'ex-préfet qui affirmait n'avoir rien vu lors du génocide, ni les barrières, ni les morts, ni les incendies, ni les massacres. Près de 30 ans plus tard, le préfet Buchi Baruta a affiché un négationnisme imperturbable. Il en a utilisé toutes les ruses, le mensonge, le déni, la dénégation, le silence, l'oubli, la maladie. Quant aux témoins, il leur a fallu, une fois de plus, déployer un courage démultiplié. Pour exprimer la démarche et la pensée qui m'habite depuis 2004, date de mon premier séjour au Rwanda, je voudrais citer la poétesse et auteure autrichienne Ingeborg Bachmann, qui a fait partie d'un groupe d'écrivains de langue allemande qui voulut, après la Seconde Guerre mondiale, libérer la culture de toutes les traces, empreintes, tares et séquelles du nazisme. Je la cite. « Sur cette étoile qui s'obscurcit et que nous habitons, au bord du mutisme, avec ce recul devant la folie grandissante, ce retrait des pays du cœur, avant cette sortie de la pensée, et en même temps que disparaissent tant de sensations, qui ne comprendrait soudain, quand elles résonnent encore pour lui, ce dont il s'agit, une voix humaine. Cette voix est celle des rescapés qui nous ont confié leur cahier de mémoire dans les 2 tomes qui ont précédé les récits de rescapés, ainsi que dans le récent ouvrage. Les 2 premiers sont nés au sein de l'atelier de mémoire créé en 2014 à la Maison de Quartier, que Michel et moi avons construit 10 ans auparavant, avec et pour les rescapés. Cette voix humaine, blessée, multiple, plurielle, nous l'avons accueillie et recueillie. Elle porte la mémoire, et chacun, chacune, retrouve au plus profond de soi le socle fondateur de sa vie. Cette remémoration constitutive du récit restitue tous les liens familiaux et générationnels dont le souvenir semblait avoir disparu, tant ces liens ont été malmenés et outragés, à l'instar des corps non ensevelis, abandonnés sans sépulture ni rites funéraires, des corps mis à nu sous le regard de tous. Les récits de rescapés en donnent maints exemples. Marie-Grâce Mukantarindwa l'a d'emblée souligné en donnant pour titre à son récit « Voir la nudité de ses parents assassinés est une effraction mortelle ». Nous avons laissé la mémoire des rescapés se frayer un chemin à travers les strates mémorielles intimes. Les auteurs ont ouvert les vannes de l'anamnèse. Les souvenirs d'enfance, enfouis, engloutis et effacés, ont repris place dans l'espace psychique. C'est ce que nous avons appelé avant, dans les cahiers de mémoire, ainsi que dans les récits de rescapés. Cette richesse reconstructrice émerge au cours du processus mémoriel qui conduit le récit. La mémoire antérieure à la période génocidaire revient. Les familles, les champs, les troupeaux, les rivières, les moments de bonne entente avec les voisins et surtout l'intégralité des familles composées de nombreuses filles et fils, de jeunes parents et de grands-parents, d'oncles, de tantes, de cousins et cousines, auxquels les jeunes enfants rendaient visite sans crainte ni appréhension, dans un même paysage familier, sur les mêmes collines, dans les mêmes communes. C'était avant, bien avant l'ouragan qui s'est abattu sur le Rwanda lors du dernier génocide du XXe siècle. C'est cet avant que le docteur Naasson Munyandamutsa a encouragé les participants à retrouver, lors d'une réunion qu'il animait à la Maison de Quartier, destinée à leur donner les forces d'assister à la veillée mémorielle qui allait se dérouler le 7 avril, pour les prémunir des souffrances liées à la reviviscence traumatique qui ne manquerait pas de survenir en ce mois d'avril. Je cite les paroles limpides et vivifiantes du docteur Naasson ce jour-là. « Quand tu n'as plus rien, souvent il reste quelque chose, mais tu ne le vois pas.
Il faut de la force pour voir ce qui est resté et essayer de conserver ce peu que nous avons qui va nous aider à survivre et à voir demain. Cette humanité gardée en soi est notre référence pour recréer notre vie. Si vous parvenez à créer, à vous référer à ce qui vous est resté, cela vous aidera à regarder aujourd'hui et à trouver ce que vous allez dire à vos enfants et aux générations futures. Le docteur Naswan m'a accompagné dès mon premier séjour au Rwanda jusqu'à sa disparition en 2016. Au-delà de l'admiration que je lui porte, je tiens à exprimer l'immense gratitude que je lui voue. Il m'a bien plus qu'accompagné, il m'a guidé pas à pas, lui qui a dédié sa vie à l'écoute des rescapés et qui a notamment composé les équipes qui étaient à leur côté lors des périlleux procès Gachacha. Il a soutenu notre visée thérapeutique envers les rescapés, qui s'est également exprimée par des activités artistiques, parfois magiques, qui ont précédé le recueil des récits de rescapés. Je veux parler en particulier de la chorale des Grandes Mamans et de la coopérative qui a créé de magnifiques œuvres Imigongo, un art que la plupart ignoraient jusqu'alors et qui leur a donné un profond sentiment de fierté, constitutif lui aussi de la reconstruction de soi. Les récits des rescapés, nous les avons entendus dès nos premiers voyages et nous n'avons cessé de les entendre depuis. La voix est parfois ténue, étouffée ou emportée par la souffrance, témoin de la terreur vécue. Les récits sont là, chuchotés ou éruptifs, sans oublier les silences et les pleurs qui en disent parfois plus long que les mots. La voix porte le récit et déroule la réalité du génocide sous nos yeux. Les récits sont la matière première et la richesse inouïe de ces trois ouvrages qui constituent une précieuse archive pour l'humanité qui voudrait tant que le ça, du plus jamais ça, ne se reproduise. Cette phrase a tristement perdu tout son sens lors du génocide perpétré contre les Tutsis. Au XXIe siècle, cette invite à la paix connaît un déclin vertigineux quand se déclenchent sur tous les continents tant de violences extrêmes et de crimes contre l'humanité. Les récits de rescapés se déroulent au sein d'un périmètre strictement délimité, celui de la préfecture de Gikongoro. Leurs auteurs ont en commun ce lieu où ils sont nés et où ils ont connu le génocide. C'est là où nous les avons rencontrés, au sud du pays, en février 2023. Dans ce périmètre, devenu celui de la mort, les assassins étaient connus de toutes et de tous. Les autorités, comme les voisins les plus proches, devenus de féroces Interamwe. Les récits convergent, se répondent et acquièrent une force démonstrative implacable. Ils dessinent avec une extrême précision l'avènement et le déroulement du processus génocidaire, sans subir la contrainte de répondre aux demandes souvent pressantes et impératives que leur adresse la Cour dans les tribunaux. À travers les récits, nous voyons les lieux de massacre, les villages et les versants des collines, le petit bois de pin près d'une école, les églises, ainsi que les fuites éperdues pour échapper à la mort qui attendait les Tutsis aux barrières ou dans des lieux prétendus sûrs où il leur avait été enjoint de se réfugier. Ces lieux sont devenus des lieux de massacre de masse, le même jour, le 21 avril 1994, avec le même dispositif à Murambi, à Kadoua et à Tchanika, précédé une semaine auparavant par le massacre de Kibéo et poursuivi 15 jours plus tard, le 7 mai, à l'école des lettres de Kibéo. Il y a eu dans ces lieux près de 150 000 morts. Nous voyons l'invisible enfoui dans le paysage, nous entendons l'indicible, les sons, les coups de sifflet des génocidaires, leurs chants, les ordres et les slogans, les appels au meurtre, au saccage et au pillage. Nous entendons les gémissements, les cris, les pleurs, les hurlements, les sanglots qui précèdent le silence de la mort. Plus aucune voix humaine ne se faisait entendre, écrit Théodette Mukamurama. Nous entendons le silence, nous voyons le feu qui détruit les maisons et les incendies qui se propagent. La voix et le récit sauvent celles et ceux qu'on ne reverra plus. Ils leur redonnent vie et voix. Les auteurs adressent aux disparus des lettres d'amour écrites au présent. Les 3 recueils de cahiers de mémoire et de récits sont l'habitacle de la mémoire des rescapés. Telle une bibliothèque vivante, ils restituent l'histoire du génocide.
La mémoire des rescapés est géographique, historique et familiale. Associée au récit qu'elle délivre, elle est facteur de transmission et déconstruction du négationnisme. Marthe Mukashiana le dit mieux que quiconque. Je la cite. « Si je produis ces écrits, c'est parce que certains prétendent que le génocide a commencé en 1994, quand l'avion d'Abiyarimana s'est écrasé. Mais, quand on a brûlé nos maisons, cet avion s'était-il déjà écrasé? Quand on a commencé à nous dire que nous sommes originaires d'Abyssinie, cet avion s'était-il déjà écrasé? En 1959, quand les gens fuyaient pour se réfugier à l'étranger, quelle était l'origine de leur exil? N'est-ce pas précisément à cette époque que le processus génocidaire a été enclenché? Le temps me manque pour parler plus longuement des auteurs. Ils étaient de jeunes garçons en 1994 et elles étaient cette année-là des jeunes femmes, fiancées ou jeunes mères de famille. Elles ont subi les pires horreurs. En premier lieu, le viol, dont parle Françoise Nira-Abineza. Je la cite. « Ma cousine Léonie était enceinte pour la première fois. Les Interamoués ont ouvert son ventre et ont sorti le fœtus pour voir à quoi ressemblait un bébé Tutsi dans le ventre de sa mère. Elle et son bébé ont ensuite été jetés dans les latrines. Des viols ont été également commis par des membres de l'armée française installés dans la zone turquoise, comme l'explique Agnès Kamagajou. Je la cite. « Dans les bâtiments de l'ETO, à Mourambi, il y avait partout du sang séché, des cadavres et des ossements visibles. La vie était très dure. Des hommes venaient la nuit, munis de lampes torches. Ils emportaient des personnes pour les tuer. Certains venaient prendre des filles pour les épouser de force et les violer. Des jeunes gens qui s'exprimaient en français emmenaient des jeunes filles pour les vendre aux Français. Elles ont connu aussi la séquestration, les mariages forcés en échange de la vie sauve et, pire que tout, la mort de tous leurs enfants. Tous mes enfants sont morts devant moi, écrit Susanna Nirasuku. J'ai perdu l'esprit, je ne me sentais plus de ce monde, j'étais comme morte. Elles se sont retrouvées seules au monde, démunies, et elles peinent, aujourd'hui encore, à se nourrir ou se soigner. Susanna a perdu ses 8 enfants, mais une naissance inattendue lui a redonné le goût de la vie. C'est également le cas pour les garçons devenus des hommes. Ma famille est ma joie de vivre, elle me donne du courage, écrit Théophile Ziguru Magabe. Je remercie encore toutes celles et ceux qui nous ont confié leurs récits, ainsi qu'Odette Mukantagara, collaboratrice virtuose des récits de rescapés du génocide des Tutsis, et Louis Bassengo, animateur de l'atelier de mémoire, qui a donné naissance aux 2 premiers tomes des cahiers de mémoire. Je remercie tous les thérapeutes qui ont été à nos côtés. J'adresse un très vif remerciement à notre éditeur et à Catherine Cocchio pour ses précieux conseils qui ont accompagné la publication de ces 3 livres parus sous sa responsabilité éditoriale. Et bien sûr, je remercie du fond du cœur Michel. Je vous remercie. Merci beaucoup Florence. On va y revenir tout à l'heure, mais j'ai tenté de faire les liens avec ce que vous avez fait tous les deux. Et il y a quelque chose qui est très net aussi dans les textes de Florence Prudhomme. Et tout commence, et vous le signalez parce que tous vos ouvrages, pratiquement tous vos livres, parlent des l'avant. Et là, Florence le cite très bien. Pourquoi insister sur ce qui s'est passé avant? 1959, c'est une date tout à fait importante, entre 1959 et 1994. Puisque j'ai préparé, je vais vous donner mon texte. Vous avez préparé, vous avez écrit pas mal de livres aussi. J'ai préparé des livres, j'écris, j'aime bien que ce soit écrit. Mais je vais en effet rebondir sur ce que vient de dire Florence. Après, je vais l'expliquer. Il est vrai que moi, je n'écris pas sur le génocide de 1994. Je n'y étais pas. J'ai toujours dit que j'étais survivante, mais à la réflexion, je suis rescapée survivante. Je suis rescapée survivante parce que les choses
l'obsession de nous tuer. 94, c'est la solution finale. Mais l'obsession de nous tuer, c'est ce que vient de nous dire Florence. Ça éclate vraiment d'une brutalité en 1959. J'avais 3 ans. Mais un enfant de 3 ans, quand on est dans une brutalité inouïe, et la petite fille de 3 ans, elle n'a plus d'âge. C'est tellement... Et puis, de toute façon, même j'allais dire, psychologiquement, scientifiquement, un enfant de 3 ans, déjà, c'est pour cela qu'il va en maternelle, parce qu'il est capable de retenir des choses. Il a le cerveau qui retient. Et qui retient des choses sans les déformer. Donc après, je vais donner mon texte quand même. Et au fait, comment je me suis mise à écrire? D'abord, j'ai écrit bien évidemment. Mon premier livre, c'est Inyenzu les cafards. Je ne pouvais pas l'appeler autrement. C'était les cafards. Pour ceux qui ont lu le livre, c'est les cafards. Parce que c'est l'appellation qu'on nous a donnée en 60. Et après, on va travailler en génocide, ce n'est pas en éclair dans le ciel serein. On va travailler autour de ce mot pendant très longtemps, pendant 34 ans, avec tout ce qui accompagne ce travail, les massacres, que j'ai appelés les mini-génocides. Et au bout du compte, le cafard, qu'est-ce qu'on fait quand on croise un cafard? On l'écrase. C'est spontané, on ne réfléchit même pas. Donc, c'est-à-dire que déjà dès le départ, on nous donne une appellation qui dit qu'on va nous écraser un jour. Et ce que je n'ai pas mis dans mon texte, et je le dis avant de l'oublier, parce que je ne l'ai pas mis, on ne peut pas tout mettre dans un texte, parce qu'en plus, je l'ai dit à Pauline Dubuisson, j'ai tellement parlé, je parlais tellement que j'ai comme une imprudence d'accepter de faire le tour du Brésil. C'était début... j'ai perdu la mémoire. C'était début de ce mois de mai. Et donc, et là-bas, c'est inouï. C'est le monde. Il découvre, vous vous rendez compte, parce que ça non plus, ce n'est pas dans mon texte. Vous vous rendez compte, aujourd'hui encore, et c'est là où l'écriture est très importante. Les paroles peuvent rester, mais ça se déforme, ça peut s'évaporer, mais l'écrit est là, reste, Réveillé l'a dit. On ne peut pas découper les pages que nous avons écrites. On ne peut pas faire le génocide de l'écriture. Aujourd'hui, je suis surprise qu'il y a des pays, et je fais le tour du monde entier, le monde a fini, le monde nous a abandonnés complètement à notre triste sort. On nous a laissé nous faire tuer comme des cafards. Au fait, le travail de manipulation, l'idéologie du génocide, le monde, quand on voit ce qui s'est passé en 1994, on ne peut pas ne pas penser qu'on a fini par adhérer à cette appellation que ce sont des cafards. Je crois que quand tout le monde a pris les avions et que nous a abandonné les enfants, les mères enceintes, les fœtus qui se faisaient arracher dans le ventre de leur mère, Jeanne Oumoubiayi, elle est là. Jeanne Oumoubiayi, ma sœur cadette. J'aime bien dire le nom Oumoubiayi, ça me fait du bien. Ma sœur cadette, elle était enceinte de 8 mois. C'est avec son fœtus qu'on l'a tué, on l'a tabassé avec son fœtus. Bref, donc, quand on nous a abandonnés, au fait, c'est que l'idéologie de tuer, d'écraser les cafards avait vraiment envenimé le monde entier. C'est incroyable que personne n'a levé le petit doigt. Rien.
Moi, j'étais ici en France. J'étais arrivée en 92. Ça n'est arrivé à ce que je me disais, ce n'était pas de la paranoïa. Je me suis dit, on va nous exterminer. J'ai entendu un proverbe où on disait, un jour une mère demandera à son enfant, Maman, à quoi ressemblaient les Tutsis? La mère lui répondra, c'est rien mon enfant, c'est une légende. Et je ne perds pas le fil de ce que je disais, méfiez-vous. Quand j'ai vu à la télé ce qui se passait, et où mes camarades, parce que j'étais retournée à l'école, parce que j'avais un diplôme noir qui venait du Burundi, qui ne pouvait pas marcher. Ici en France, j'étais allée chercher un diplôme blanc, je l'ai obtenu. Comme vous le verriez, ils sont permis. Mes camarades me disaient, mais Scola, parce qu'on me disait Scola, parce que scolastique, à cette époque, je n'avais pas intégré encore chez scolastique, je ne l'intègre pas toujours. D'ailleurs, je suis Mukasonga. C'est le nom que mon père m'a donné. Scolastique, c'est un truc qu'un prêtre m'a donné parce que c'était le jour où la Bible Siroma arrivait au prénom scolastique. Je suis rentrée avec et c'était trop long. Donc on coupait. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec scolastique. Depuis que je suis écrivaine, ça aide. C'est un bon nom d'écrivain, alors. Oui, c'est parti de l'école, c'est Saint-Thomas d'Aquin. J'étais avant-hier dans un lycée de Saint-Thomas d'Aquin. Bon, du moment que je peux parler de cette histoire et qu'on puisse ne pas dire qu'on n'a pas su, qu'on ignorait cette histoire, c'est là où c'est très important d'écrire. Et on n'a pas besoin, je saute du Kokaran, on n'a pas besoin de dire, est-ce que je sais écrire? Moi non plus, je ne savais pas écrire. Mais quand on a quelque chose à dire, et on ne se pose pas de questions, c'est celui qui est en face qui va vous dire que ce n'est pas publiable ou publiable. Moi, ce qui me concerne, je ne savais pas écrire, j'ai publié, et on ne m'a pas posé la question, et en plus, c'est dans la grande maison Gallimard. Bon, ça c'est une chose. On m'a dit, donc, mes camarades, Scola, il se passe des choses bizarres chez toi. Mais j'ai dit immédiatement, parce que justement moi, je connaissais le génocide depuis 1960, quand on nous a jetés au milieu des animaux, des grands animaux à Nyamata. Quand on nous a jetés dans ce qui n'était pas le Rwanda. Nyamata, ça n'avait rien du Rwanda. C'était le lieu des animaux, c'était infesté par la mouche tsetse qui donnait la maladie du sommeil plus mortelle que le Covid. Il n'y avait rien à manger. C'est Julienne d'ailleurs. Julienne, elle va naître à Nyamata, la pauvre petite fille. Elle n'aura rien, elle n'est pas la bienvenue parce qu'il n'y a rien à manger et que ses parents ont déjà 5 enfants, une bouchée de trop. Et j'ai dit à mes camarades, je sais ce que c'est la définition d'un génocide. C'est le génocide. Ça y est, ce qu'on nous a chanté depuis 34 ans, c'est arrivé. C'est l'extermination. Et en Kinyarwanda, nous connaissons déjà le mot. Ça s'appelle Gutsemba-tsemba. Gutsemba-tsemba bwoko. C'est-à-dire que c'est un mot Gutsemba-tsemba qu'on utilisait pour éradiquer les mauvaises herbes et pour éradiquer aussi les serpents, les cafards. Et ça s'appliquait aussi aux Tutsis. Alors, donc, on m'a dit, Scola, fais attention. On ne parlerait pas facilement comme ça du mot génocide. Je dis, vous verrez, ça ne va pas tarder. Et puis, ce qui me préoccupait, c'est que moi, je n'étais pas survivante par hasard. J'étais survivante parce que ça avait été le choix de mes parents. 20 ans auparavant, en 1973, je ne crois même pas que ça soit la peine d'aller faire la lecture de mon texte parce que tellement, quand je prends la parole, c'est rwandais, c'est surtout pour une rwandaise. Quand on lui donne la parole, il regarde. Et souvent, ils disent, je ne vais pas être trop long.
Oui, j'ai entendu Pauline tout à l'heure. C'était comme moi, je disais, je ne veux pas être long, hein, Pauline. Et puis ça a duré 2 ans. C'est ça, moi aussi je dis, ça ne va pas être long, et puis j'ai un texte. C'est tout le temps comme ça, tellement on a des choses à dire. Et pourtant, la femme rwandaise, on ne lui empêche pas de parler. S'il y a un pays où la femme a la parole, c'est bien au Rwanda. Allez voir Eduardo. Parce qu'il vous la donne ou parce qu'il vous la prenez? On ne sait pas, mais on la prend. On la prend et on nous arrache pas la parole. On nous laisse parler parce que c'est bien qu'on dit des choses très importantes et très intelligentes. Alors, donc, je n'étais pas... Vous voyez, on ne perd pas le fil conducteur de notre raisonnement, attention. Hein. Et on garde toujours au nord. Et je disais, je suis survivante, mais en même temps, j'ai réclamé que j'étais rescapée. Parce que j'étais rescapée déjà à Nyamata. À Nyamata, dès qu'on nous a appelés de façon des cafards, ce qu'on faisait, c'était quand on voulait, à n'importe quel moment, on nous tuait. J'ai appelé ça des mini-génocides. Donc, j'étais survivante parce que les parents ont dit, tu as appris le français. Tu as un passeport international. Parce que, attention, dans cette affaire, ce n'était pas que de nous jeter à Nyamata. Et ça s'appliquait même pour ceux qui étaient restés dans le pays. Ça, je pense que quelqu'un l'a dit avant. Déjà, il y avait le système de quotas. On n'avait pas droit d'aller. On pouvait aller à l'école primaire. Mais, question d'aller à l'école secondaire, on n'avait que 10% de place. Et ces 10%, pourquoi je parle de 73? C'est parce qu'en 73, on a dit non, c'est fini ça. C'était une mauvaise idée du dernier colonisateur. Les 10%, c'est fini. Désormais, tous les intellectuels Tutsis, on doit les pourchasser, les tuer, les chasser. En tout cas, c'est fini, les 10%. Et Marcel était à Bujumbura avec moi. Il fait partie du convoi. Le convoi de mon vieil, il fait du convoi de 73. Parce que nous étions cuits. Il fallait s'échapper. C'était le génocide des intellectuels. Et c'était le génocide des intellectuels dans le sens de dire que ces gens qui ont appris à penser, un jour ils deviendront dangereux. Il faut s'en débarrasser. Donc, les parents ont dit, tu pars. Et quand ils m'ont dit ce jour, c'était en avril, il pleuvait beaucoup, Marcel, quand on est parti. C'est le mois d'avril. Ils ne m'ont pas demandé mon avis. Je n'avais pas du tout à ramener ma science, ma petite science, parce que je n'avais pas grand-chose de plus. Et j'étais déjà, mon père a dit, tu sauras notre mémoire quand viendra le jour de notre mort. Eh bien, j'ai galéré, j'ai roulé ma bosse comme tout le monde. Je suis arrivée à Bujumbura, je suis allée à Djibouti et j'ai atterri en France en 92. Peut-être qu'entre-temps, je me disais, on va les tuer comme d'habitude. On les tuait. On nous a tués en 63, on nous a tués en 67, on nous a tués en 72, on nous a tués déjà. 80%, c'était déjà le génocide en 92. Fidèle Rwambuka, notre héros national, nous chantait à l'école, Fidèle Rwambuka, parce que c'était le premier intellectuel de Bugesera, c'est lui qui a organisé déjà ce qui était vraiment le génocide en 92. Et donc, j'étais la mémoire. Et quand c'est arrivé, je ne me posais pas la question. Il ne fallait pas que je me pose la question. Il fallait éviter de réfléchir. Parce qu'il n'y avait que 2 possibilités. Soit, je me rappelais que j'avais la mission d'être la mémoire de ma famille, et que même si je suis descendante d'une société traditionnellement orale, j'ai écouté beaucoup les contes de ma mère, et c'est ça qui m'a permis aussi d'écrire. Je suis devenue conteuse comme ma mère, mais pas écrit. Et je me dis,
ce n'est pas, gardienne de la mémoire, ce n'est pas que je vais raconter le génocide à mes enfants, ni à mes amis. Comment raconter le génocide? D'ailleurs, vous perdez la parole. Moi, j'étais seule, j'étais à Normandie. Comment j'allais raconter le génocide? Et je n'étais pas syrienne. Donc, la seule solution, soit j'adhérais à la facilité folle, accepter de sombrer dans la folie. C'était plus confortable. Comme ça, je n'avais plus à réfléchir. Soit alors, je me mettais à écrire. Mais Eduardo, je vais vous passer la parole. Je vais vous dire quelque chose. Je me suis mise à écrire. Dès le 7 avril 1994, Florence l'a dit, ce n'est pas l'avion de Habyarimana qu'on a descendu qui a provoqué le génocide. C'était un signal tout simplement. Je viens de vous dire que le génocide existait bien avant. Donc, moi, je me suis mise à sauver la mémoire. Je pense que tous les rescapés ont vécu, surtout ceux qui étaient à l'extérieur, ont vécu dans cette angoisse, dans cette peur, qu'à tout moment, à tout moment, à chaque seconde, que la mémoire, notre ordinateur allait s'effacer. Or, on savait bien, je venais de Nyamata, je savais bien que le génocide ne pouvait pas rester de rescapés. Ailleurs, on passait par la carte d'identité ethnique pour savoir qui est Tutsi et donc bon à tuer. À Nyamata, on nous avait déjà triés en 60. Le travail était facile et rapide. C'était au suivant. Je crois qu'il y a un témoin qui a dit que souvent, on les jetait dans les latrines. On jetait dans les latrines. En tout cas, on n'avait pas à se poser la question si on va se tromper, parce qu'il n'y avait pas à se tromper. Il y a des villages entiers qui ont été exterminés, dont mon village de Gitagata. Donc, je sauvais la mémoire, parce que j'évitais de dormir, parce que dormir, de toute façon, c'était très dangereux pour moi. C'était des cauchemars, c'était la machette. Dès qu'on essayait de fermer l'œil, on était poursuivis. J'ai écrit, je crois que je termine sur ce passage dans La femme aux pieds nus. On me poursuit. Je sais qu'ils ont des machettes. Et donc, Nyenzi ou les cafards, c'est le livre que j'ai écrit le plus longtemps, pendant 10 ans. 10 ans, pourquoi? Je n'avais aucune intention de publier. Je sauvais la mémoire sur tout ce qui me tombait sous la main, comme le faisait Primo Levi. Et c'est en 2004 que j'ai pu aller au Rwanda, constater la réalité nue, que je ne peux même pas me fabriquer une chance de trouver quelqu'un dans ces villages qui était à la frontière du Burundi, accolé au grand camp militaire d'Ogako, qu'on avait mis en 1963 pour nous barrer la route, pour qu'on ne puisse plus s'échapper vers le Burundi. Parce que les marins réfugiés du Burundi avaient commis l'imprudence de revenir à Nyamata, réaliser le rêve de leurs parents qui disaient « c'est une erreur, on retournera chez nous, on retournera au Rwanda ». Et c'est là où on a hérité de cette appellation de cafard, de Nyenzi. Ça a démarré à Nyamata. Donc, j'ai écrit à partir du 7 avril 1994. Et d'ailleurs, c'est vous-même, je pense, Valence, c'est le 7 avril ce qui déclenche aussi cette histoire. On a parlé des mémoires. À quel âge aviez-vous le 7 avril 1994 ? J'avais 7 ans. Enfin, j'ai eu mes 7 ans le 30 avril. Et voilà. Voilà, mais c'est tout à fait étonnant parce que vous avez une mémoire tout à fait incroyable. Vous vous rappelez, j'ai sentiment d'énormément de choses. On a l'impression que vous avez vécu là, ça a éveillé en vous une mémoire quand même où vous pouvez raconter parfaitement, et vous dites aussi dans le livre, et si je rapproche avec ce qu'il vient de dire Scholastique, tout le monde savait déjà que ça allait arriver, mais on ne savait pas quand et à quel moment. Vous l'écrivez ça. Exactement. Justement, c'est ce que je disais aussi. Enfin, ma mémoire aussi, peut-être, c'est lié à l'âge. Parce qu'à partir du 7 avril,
même un petit peu avant, je me rappelle de tout. Même des fois aujourd'hui quand je vais donc là où on habitait en fait, donc je me rappelle même des fois même les odeurs. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que hier je discutais ça avec ma cousine. Je lui disais qu'il était étonné parce que je disais que je me rappelle pas du tout le visage de mon père. Donc je disais mon père, je sais pas s'il était grand, s'il était petit, parce que dans le documentaire, je crois, vous avez vu, du coup, il y a une photo de ma mère qu'on a trouvée. Là aussi, c'est parce qu'elle était dans une fête, je crois que c'était une baptême, et du coup, c'était une photo où il y avait beaucoup de monde, et du coup, on l'a trouvée dedans et on a pu extraire la petite photo. Et du coup, là, quand je disais, donc, on a trouvé la photo un peu plus tard, et là, je disais à ma cousine, et je disais, au fait, ma mère, je ne la voyais pas comme ça. Et j'ai mis du temps vraiment à accepter cette photo-là. Et donc, pour dire justement que je me rappelle de tout, sauf justement les visages de mes parents, je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà, donc pour répondre à la question, c'est que moi, je sais depuis ma naissance que je savais que j'étais Tutsi. C'est pour ça que des fois, quand il y a des adultes, les adultes à ce moment-là qui racontaient comment ils ont découvert qu'ils sont Tutsi en arrivant à l'école. Et moi, je le savais déjà parce que, en fait, ma famille, on habitait vraiment au milieu des Hutus. Donc, depuis que je suis tout petit, je sais que il fallait faire attention de passer par là, il fallait faire attention quand je jouais avec les autres enfants. Il fallait donc j'arrivais à décoder au moment où ils vont me commencer à me tabasser parce que je suis tout petit. Donc je le savais depuis tout petit et je savais aussi qu'il y a un moment où ils vont nous tuer. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment en conscience jusqu'à justement au 7 avril. Et je raconte justement aussi dans le livre qu'il y a une période juste avant, je crois que c'est vraiment fin mars, où en fait ils ont voulu tuer une femme Tutsi qui était mariée avec un Hutu, voisin. Et parce qu'apparemment ils avaient entendu un signal, je ne sais pas si c'était quoi. Et en ce moment-là, c'est là où le bourgmestre est venu. Il a dit non, c'était pas le signal, et c'est pas encore le moment de commencer le travail. Donc ça, on le savait. Il faisait des réunions. Mes parents, ils dormaient pas à la maison. Donc je me rappelle qu'avant le 7 avril, on dormait pas. Nous, on dormait chez la voisine, et mes parents, ils allaient se cacher dans la forêt. Et le matin, ils revenaient. On faisait comme s'il y a un été. On faisait tout pour faire croire qu'on est resté à la maison, mais je sais qu'on ne dormait pas à la maison. Donc oui, le 7 avril, honnêtement, moi, je le savais que la date allait arriver, mais on ne savait pas quand, on ne savait pas justement comment. Et ce qui est important à savoir dans votre récit, ce n'est pas vous, adultes, qui racontez, c'est l'enfant qui raconte. Justement, quand j'ai voulu vraiment écrire mon livre, je voulais pas l'écrire en tant que Valence, justement, adulte, parce que après génocide, il y a beaucoup de choses que j'avais compris. Il y avait, voilà, donc je me suis dit, si je l'écris en tant que Valence d'aujourd'hui, il y a des choses donc, que je vais raconter, mais que, voilà. Et du coup, je voulais vraiment essayer de retourner à cette période-là pour essayer de raconter ce que Valence, justement, qui avait cet âge-là, ce qu'il a vécu, ce qu'il pensait, ce qu'il voyait, et aussi comment il comprenait tout ça, en fait. Pourquoi il est important pour vous de raconter ça de cette manière-là? Parce que dans les livres et dans les films aussi. Oui. En fait, après le génocide au Rwanda, donc j'étais adopté par ma tante. Et à ce moment-là, j'ai commencé l'école, parce que j'ai commencé l'école primaire, en fait, après le génocide. Et du coup, depuis l'école primaire, au collège, au lycée, donc école secondaire, et j'étais toujours dans le groupe des enfants rescapés orphelins. Même je me rappelle que souvent, même les enfants qui avaient un père, enfin une mère ou un papa, je sais qu'ils ne pouvaient pas être avec nous. Et en ce moment-là, on disait, mais comment ça se fait que toi, tu as tes parents? Donc, et du coup, en ce moment-là, on parlait de nous, mais moi, j'arrivais pas toujours à témoigner.
par rapport là où justement j'étais à Jali, parce que je connaissais aucune autre personne qui avait survécu, qui était survécue en fait de Jali, et du coup toujours je me disais en fait et ça c'est peut-être c'est pas vrai, donc il y avait des choses en fait et j'arrivais pas à comprendre que c'était vrai, et du coup au Rwanda en fait j'ai jamais vraiment témoigné, raconté mon histoire, et du coup en arrivant en France je vais à l'école, comme voilà, et le déclencheur en fait, c'est vraiment au moment où il y a eu des attentats donc à Paris. J'habitais vers Lyon, et là à ce moment-là, j'étais animateur en fait, j'étais à l'école, mais je faisais aussi l'animation dans mon quartier, donc pour les jeunes et tout ça, avec les éducateurs. Et à ce moment-là, j'étais avec les éducateurs où on buvait un café, on jouait avec des jeunes les jeunes qui ont de 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et à ce moment-là, j'ai entendu un jeune en fait, qui discutait avec un éducateur qui lui racontait comme quoi, Charlie Hebdo, ils ont mérité, pourquoi ils ont caricaturé. Donc, et au bout des moments, quand il racontait tout ça, je voyais que l'éducateur, en fait, il commençait à perdre pied, du coup. Et moi, plus il racontait ça, plus j'avais une sorte de colère, en fait, qui montait. Et au bout d'un moment, je me tournais vers lui, je lui demande, est-ce que tu te rends compte que c'est des personnes qui sont mortes, qui ont laissé des orphelins, des veuves. Donc, parce que pour moi, je pense aux survivants, en fait. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, et pour moi, en fait, les personnes qui sont parties, sont parties. Mais est-ce que tu te rends compte que, justement, ils ont laissé des enfants comme toi? Et au bout d'un moment, donc l'éducateur, vu qu'il connaissait à peu près mon histoire, et du coup, il a commencé à me poser des questions, et je me suis retrouvé en train de témoigner, de raconter mon témoignage. Et les enfants, ils sont tous venus vers moi. Et en ce moment-là, j'ai vu que... En fait, c'est là où je me suis dit, en fait, il faut peut-être que je raconte justement mon témoignage. Peut-être ça peut servir à quelque chose. Déjà, là où je suis, pas pour... Honnêtement, c'était pas pour le devoir de mémoire ou de je sais pas quoi. Là, c'était vraiment... là où j'étais, je me disais, peut-être ça va servir à quelque chose. Et du coup, c'est pour ça que depuis, quand je témoigne, ou justement quand je voulais écrire ce livre, vraiment, je voulais essayer de raconter pour qu'un jeune qui va prendre le livre et qui va le lire, qui va vraiment comprendre que c'était un enfant qui est en train de vivre ça. Et d'où le pourquoi même le choix de couverture. En fait, je voulais pas ma photo, je voulais vraiment qu'un enfant qui prend le livre, il va pas être influencé par une photo d'un homme aujourd'hui, en fait, voilà. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit, je vais raconter mon témoignage et me vraiment attaquer Valence de 94. Et en plus, j'étais en train de penser, c'est une démarche très généreuse de votre part, parce que vous commencez à témoigner parce que vous avez perçu la souffrance chez d'autres gens. C'est pas simplement par rapport à votre souffrance à vous que vous avez voulu témoigner. Est-ce que vous aviez conscience de ça? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais pas. Enfin, je sais pas. C'était ma façon aussi, c'est vrai, de guérir aussi mes blessures. En fait, c'est de savoir que mon témoignage. J'ai pas envie de venir et de raconter mon témoignage pour des personnes qui vont écouter après, qui vont rentrer, voilà. Moi, j'ai envie justement que si je raconte mon témoignage, que les personnes qui je raconte, en fait, ça sert à quelque chose. Et du coup, je trouve que c'est souvent les enfants, c'est souvent justement quand je témoigne dans les collèges, dans les lycées, c'est là où vraiment je sens que mon témoignage peut être utile, en fait. Et ce que vous racontez aussi, c'est important de le souligner, c'est fondamental. Vous racontez votre histoire au milieu de ces génocides, mais c'est l'histoire votre histoire, c'est l'histoire de votre sœur et l'histoire de votre petit frère. Là, du coup, vous parlez de ce documentaire. Et dans le documentaire, c'est que après, justement, le livre est vivant. Surtout que, en fait, moi, du coup, vu que je ne suis pas du tout écrivain, du coup, à la base, du coup, je suis réalisateur, du coup, je fais des films. Tout le monde ici, pour l'instant, je ne suis pas écrivain et tout le monde écrit des livres. Ouais.
Après, ce que je dis souvent aussi, c'est que nous, les rescapés, je me rends compte souvent que tout ce qu'on a fait comme métier, je ne sais pas si on a vraiment... Enfin, après, moi, je sais que quand j'étais petit, je ne rêvais pas, je ne savais pas ce que j'allais faire dans ma vie. Mais c'est vrai que moi, le fait de faire même des documentaires ou des films, c'est vraiment... C'est pour raconter. Je ne me vois pas faire autre chose. Peut-être je vais faire d'autres films, mais voilà. Donc, et du coup, enfin, quand je fais tout ça, par exemple, justement, ce film, là, c'était vraiment pour justement mon petit frère, c'est pour ma grande sœur, parce que mon petit frère, justement, qui avait 1 an, que j'ai trouvé en fait, pour les génocidaires, en fait, il était mort. Ce que je dis souvent, justement, c'est que dans ma famille, en fait, il n'y a que moi, normalement, qui a survécu, enfin, dans les yeux du génocidaire, parce que ma sœur, elle était laissée morte. Mon petit frère est pareil. Et mon petit frère, du coup, lui, qui se rappelle de rien, à part quelques trucs. Oui, quand même, il se rappelle des choses. Quand même. À la fin du film, il dit qu'il se rappelle de certaines choses. Et il dit qu'il fait des cauchemars aussi, peut-être. Oui, voilà, donc il se rappelle des choses. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des personnes qui étaient là ce matin, il y a le documentaire d'Amélie où il parle dedans, justement. Et mon petit frère, en fait, aujourd'hui, il est dans la même démarche que moi, peut-être, justement, il y a quelques années, où tout ce qui revenait dans ma mémoire, je me demandais si c'était vrai ou faux. Et du coup, c'est à force justement de groupes. Enfin, on avait un groupe de parole à Lyon avec des rescapés qui avaient entre 1 an et 17 ans, où justement le fait de témoigner, mais en racontant des anecdotes, où on se rassurait parce qu'on disait ok, ah oui, ça s'est passé comme ça, et moi aussi, du coup, je me rappelle que ça. Donc, et du coup, ça confirmait aussi nos histoires. Et du coup, mon petit frère, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on discute, des fois, il me dit ah oui, je me rappelle de ça, mais c'est ce que je. Enfin, il dit pas je me rappelle, en fait, il dit dans un cauchemar. Et du coup, moi, je dis oui, non, c'est vrai, ça s'est passé comme ça. À part justement, par exemple, là, quand il raconte qu'il croyait que. Donc là où je l'ai récupéré, en fait, il était à côté d'une voisine. Qui s'appelle comment? Qui s'appelait Julienne. Donc la voisine qui s'appelait Julienne, qui avait reçu plusieurs coups de machette. Quand je rentrais dans cette chambre, en fait, j'attendais la voix, mais je ne voyais pas vraiment son visage. Son visage, je ne le voyais plus. Et du coup, mon petit frère, il était juste sur son petit lit à ses côtés. Et lui aussi, qui avait eu un coup de machette derrière la tête. Donc, et du coup, j'ai compris que quand ils ont tué en fait, ma mère, parce que ma mère le portait sur son dos. Et du coup, ils avaient donné un coup de machette à mon petit frère. Et là, donc, et du coup, là, quand il raconte cette scène-là, lui, il croyait que c'était sa mère, au fait. Donc, Julienne, pour lui, c'était sa mère. Donc, c'est moi qui lui ai dit, non, c'était pas maman, en fait, c'était une voisine qui s'appelle, donc, voilà. Et donc, des fois, justement, il me dit des scènes où moi, j'essaye, du coup, de lui expliquer ce que c'est exactement. Et vous, qui aviez 7 ans, c'est vous qui l'avez porté sur votre dos? Oui. Donc à ce moment-là, c'était vers le 13 ou le 14 avril, où justement l'armée du FPR venait d'arriver à Jali. De ce que je raconte, c'est souvent aussi, on remercie tout le temps le FPR, mais c'est pas rien, c'est que je me rappelle que la date, l'heure, même, je crois même la minute où le soldat de FPR est arrivé, s'ils étaient arrivés, même je crois que même 1 heure plus tard, on n'était plus là. Parce que justement, vu que nous, on était, donc c'était les gendarmes en fait, qui nous encerclaient et qui appelaient les Inheramwe pour venir nous tuer. Et du coup, c'était comme ça, mais il ne restait pas vraiment grande chose. Et surtout que justement, dans notre région, là, à Jali, il n'y avait pas beaucoup de Tutsis. Enfin, donc,
au bout de normalement, je crois qu'ils avaient prévu peut-être ils ont commencé le 9 avril. Je pense qu'ils avaient prévu au moins une dizaine de jours pour terminer, quoi. Et du coup, quand le FPR est arrivé, il restait vraiment peu de Tutsis. Et c'est en ce moment-là, du coup, que j'ai vu mon petit frère. Sauf que justement, vu que c'était pas encore sécurisé, donc on est quand même en avril, mi-avril. Et là, du coup, l'armée du FPR, enfin, le FPR nous a demandé de partir. Donc, ils ont voulu en fait, nous évacuer vers Byumba, donc dans le nord. Et, sauf que là, justement, il fallait marcher. Et là, du coup, j'ai pris du coup, mon petit frère et je l'ai mis sur mon dos et on a marché jusqu'à Byumba. Mais vous savez, lorsque vous racontez tout ça dans les documentaires, là, tout à l'heure, on n'a pas dit beaucoup de bien de la religion, des chrétiens. Mais je me suis dit, c'est un miracle permanent. Combien de fois, à la dernière seconde, vous avez été sauvé? C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois, c'est tous les temps. Ah oui, oui. Non, c'est vrai que c'est un miracle parce que justement, moi aussi, quand je me rappelle de tout, je me demande mais comment j'ai pu justement survivre en ce moment-là. Comment j'ai, justement, parce que mon petit frère, par exemple, est là quand je suis rentré pour le récupérer. À la base, je venais juste pour le voir. Et là, Julienne, justement, qui me disait, mais non, en fait, c'est les soldats de FPR qui nous ont mis ici, donc ils vont nous aider pour partir. Sauf que les soldats de FPR aussi, déjà, ils n'étaient pas nombreux. Et en plus, ils avaient pas de véhicules, ils n'avaient rien. Donc, au fond, je ne sais pas, je voyais que si je laisse là, en fait, il y a personne. Et en plus, c'est justement ce qui s'est passé, parce qu'une fois qu'on est parti, il y a l'armée justement de Habyarimana qui est revenue, qui a chassé les soldats du FPR, et du coup, Julien a été tué en ce moment-là. Et on raconte qu'il a été tué par comment dire, des jeunes qui étaient là. Enfin, et là, il y a d'autres blessés, au fait, qui n'ont pas pu partir et qui ont été tués. Donc, et du coup, là, par exemple, je me dis que si mon petit frère n'avait pas pleuré, parce que donc quand Julien m'a convaincu, j'ai dit ok, du coup j'ai voulu sortir, mais il a pleuré, du coup je me suis dit je ne vais pas le laisser comme ça, et je l'ai pris comme ça. Quand on est arrivé, parce que de Jali justement il fallait descendre aussi la colline jusqu'à, ça s'appelle Karuruma, c'est sur la route vers Byumba. Quand on arrive à Karuruma, justement, donc à Karuruma, on arrive, déjà, Kigali, il n'est pas encore libéré. Donc, on était encerclés. Et en ce moment-là, il y a une cousine de ma mère que j'ai croisée aussi qui avait survécu. Et du coup, en fait, en ce moment, moi, justement, un enfant de 7 ans, je cherchais toujours un visage que je connais. Et du coup, j'avais croisé le regard avec la cousine donc, de ma mère. Et, sauf que, on n'a même pas parlé, c'était juste, je suivais le regard. Donc, quand il marchait, je marchais derrière elle, même sans se parler. Et du coup, sauf quand on arrivait justement à Karuruma, là, il y a un soldat de FPR, en fait, qui a trouvé une boutique. Et il m'a dit, donc il m'appelait toujours l'enfant qui porte notre enfant. Et ils m'ont dit, toi, tu vas aller là-bas, parce que dans cette boutique-là, il y avait encore de quoi manger. Et du coup, et ma tante, elle est venue du coup avec nous. Après, du coup, quand on nous a demandé de repartir, du coup, d'aller à Byumba, et là, ma tante, elle a insisté pour que je laisse donc mon petit frère là. On descend, du coup, il y a une rivière, en fait, sur la route, enfin, à Karuruma. Il m'a dit, en fait, ton petit frère, il est mourant, donc tu vas le laisser là. Et là aussi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Au fond, honnêtement, je pense qu'il allait mourir. Parce que, vu que sa blessure, quand même, commençait à avoir... donc, c'était pas... Voilà. Et je ne le voyais pas survivre. Et du coup... mais je ne pouvais pas non plus le laisser. Et du coup,
je l'ai pris et donc là, sur la route pour aller à Byumba, j'essayais de me cacher pour ne pas croiser ma tante et pour ne pas me redemander de le laisser. Et là, du coup, donc là, c'est des petites périodes, et même quand on arrive à Byumba, jusqu'à ce qu'en fait, il soit évacué pour aller se faire soigner en Ouganda. C'était un miracle, en fait, même de passer, de dormir et de se réveiller. Je me rappelle qu'à Byumba, c'est dans une école où on nous avait mis, et nous, on dormait dans une armoire. En fait, on était dans un local et il y avait d'autres enfants. Sauf que justement, mon petit frère, c'était le plus petit parce qu'il il avait 1 an. Il y en avait d'autres qui avaient à peu près 8, 10. Les plus âgés, vraiment, c'était 12, 13 ans qui s'occupaient de nous, les plus petits. Et en ce moment-là, il y avait une fille qui avait à peu près 12 ou 14 ans qui m'aidait pour mon petit frère, pour le laver. Sauf qu'il pleurait, il était tout le temps collé. Et du coup, le soir, vu qu'on dormait par terre, le soir, il y avait cette armoire-là, tous les enfants qui m'aidaient. On nous mettait dans cette armoire, on fermait, et le lendemain matin, pour avoir un petit peu de chaleur, parce qu'il fait froid à Byumba, et du coup il n'y avait rien d'autre. Et là, du coup, justement, quand j'ai réfléchi, chaque nuit passée, oui, c'était vraiment un miracle. Et d'ailleurs, quand vous allez voir les documentaires, vous allez voir ces garçons, c'est un garçon un très beau garçon, et il vous doit beaucoup. Donc, et c'est très émouvant de parler aussi de cette vie, de la vie, parce que vous appelez ça vivant, et vous parlez surtout de la vie dans votre documentaire et dans les livres. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, pour être honnête, le livre, quand je l'ai écrit, c'était pas le titre. Le titre, c'était Ma vengeance. Sauf que, du coup, dans Ma vengeance, c'est Réveillé, justement, qui disait, parce que Réveillé, on en parlait souvent. Du coup, on disait, justement, je disais, pour moi, la vengeance, c'est vraiment vivre. C'est de vivre, après, justement, le génocide, enfin, un peu plus tard, j'ai fait les démarches pour changer mon nom, pour prendre le nom de mon père, parce qu'au Rwanda, on ne donne pas le nom de famille. Et du coup, moi, je me suis dit, mais si je vais... en fait, je me rappelle quand je suis allé donc chez moi, quand je suis retourné, quand je croisais les voisins, ils m'appelaient Phocas. Phocas, c'était mon petit frère. Donc, pour eux, au fait, Valens, il ne pouvait pas survivre. Donc, c'était Phocas qui est en vie. Et du coup, j'explique tout pourquoi. Parce qu'en fait, mon petit frère, il était un peu costaud, il mangeait bien. Moi, j'avais un problème de santé depuis tout petit. J'avais toujours un problème d'estomac. Donc Valens, il était connu pour un petit enfant qui va pas bien, quoi. Et donc, pour eux, du coup, Valens, il ne pouvait pas survivre. Donc, on m'appelait Phocas. Et plus tard, du coup, je me suis dit, mais donc j'aimerais bien, quand je vais donc dans mon village, j'aimerais bien vraiment qu'il y ait Kabalali, donc le nom de mon père, qu'il reste en vie. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait les démarches pour prendre le nom de mon père. Et du coup, dans le livre, du coup, tout ce que je raconte, en fait, c'était vraiment, je me disais, il faut vraiment vivre, et surtout vivre le meilleur possible. Donc, essayer de faire tout pour vivre le meilleur possible, parce que c'est la seule vengeance. Et du coup, sauf que quand je donnais à mon éditeur, qui était un ami aussi, je le connaissais, et du coup, quand ils ont fait justement la réunion de rédaction, ils m'ont dit, non, en fait, nous, ce qu'on trouve vraiment qui revient, c'est la vie, c'est vivant. Donc, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut... je dis, OK, il n'y a pas de problème. Est-ce que ce n'est pas justement, Florence, la question, lorsqu'on compile, on réunit beaucoup de témoignages, c'est aussi se dire quelque part que malgré tout, malgré les horreurs, malgré les génocides, qu'il faut laisser la place à ceux qui ont survécu aussi. Justement, quand vous compilez, et vous avez fait ce travail, c'est aussi pour laisser la place aux gens qui sont restés en vie, et pour parler aussi de cette vie-là, et aussi... Et vous dites quelque chose de tout à fait passionnant. Tout à l'heure, les récits des rescapés, nous l'avons entendu de nos premiers voyages au Rwanda. Nous avons cessé de les entendre depuis. C'est quoi l'essence pour vous d'entendre encore ces récits pour les nouvelles générations? Parce que c'est important de transmettre cela à des nouvelles générations. Je crois que c'est laisser la parole aux rescapés, aux survivants,
mais le faire sur le rythme ternaire dont on a parlé tous les uns et les autres, de avant, pendant, après, c'est aussi de dire aujourd'hui, c'est-à-dire après le génocide, qu'est-ce qui se passe, comment on vit, quelle est la vie des rescapés aujourd'hui. Je crois que c'était transmettre tout ça et en même temps qu'on transmet, enfin que les auteurs transmettent la mémoire du génocide, l'histoire du génocide, et c'est la multiplicité des récits recueillis qui donne la vue d'ensemble. C'est-à-dire, je pense qu'un livre tout seul sur une région ou sur une ville à Kigali ou ailleurs donne pas comme ça la multiplicité de tout ce qui s'est passé dans le pays, notamment dans les rivières, par exemple, où les corps étaient jetés. Enfin bon, c'est de donner toute cette pluralité et aussi d'essayer un peu d'alerter quand même sur la situation de certaines rescapées, aujourd'hui très âgées, qui, dans les campagnes, notamment, ont d'énormes difficultés à vivre et d'énormes difficultés à se faire soigner. Je l'ai mentionné rapidement, mais je pense que c'est une question très, très importante. On voit des femmes qui ont des maladies importantes, qui doivent aller tous les jours à l'hôpital, par exemple. Alors, les frais de santé sont remboursés, mais pas les frais pour y aller. Et un taxi, ça coûte quand même une certaine somme pour aller de chez soi à l'hôpital. Donc je pense aussi qu'on s'est efforcé d'alerter sur la situation présente de certaines rescapées, en tout cas. Et n'est pas... Allez-y. Et aussi continuer à travailler sur la... J'ai le sentiment que travailler pour vous sur la durée, c'est très important. Ne pas laisser tomber. Ah ben... on est allé pour ça, on a continué jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que souvent, on travaille souvent au début et après on laisse tomber. Et pour vous, j'ai l'impression que c'est un travail de très longue haleine. Oui. Et justement, quelle a été la difficulté pour vous de trouver ces témoignages et de quelle manière les gens se sont exprimés facilement pour faire ces livres? On a trouvé les rescapés des deux premiers tomes, des 2 tomes de cahiers de mémoire. J'ai dit, je crois, en tout cas, j'ai suggéré qu'on avait quasiment vécu avec elles pendant 10 ans. Donc, c'était nos amis, c'était nos sœurs, c'était notre famille. Donc, c'est toutes ces personnes-là, la centaine de femmes qui vivaient à Kimironko, ce sont elles qui ont écrit tous ces témoignages. Ensuite, pour le 3e tome, qui est le recueil des récits de rescapés, on a suivi, mais je l'ai expliqué, mais on a suivi le procès Buchi Baruta. Là, on a entendu les témoins qui étaient venus du Rwanda. On a parlé avec eux et avec Dafrosa et Alain. Et ce qui m'a frappé, en tout cas dans ce procès, si vous voulez, c'est que on était dans une région et au fur et à mesure, chaque témoignage, chaque récit apportait un angle, mais sur la même région. Donc, on comprend, c'est de la micro-histoire. C'est quelque chose où vraiment vous comprenez, vous voyez heure par heure presque ce qui se déroule dans la préfecture en question. Et surtout cette volonté d'incarner à travers des exemples et des personnes avec leurs noms et tout ça, parce qu'on dit 800 000 morts, 1 million de morts, mais c'est des chiffres. Un mort et un nom, c'est important aussi, surtout. Oui, oui. Mais bon, dans les livres, on a mis chaque fois la photo de la personne en dessous le titre et son nom. Et elles ont un visage aussi, elles ont un nom et un visage. Et aussi, pardon, allez-y. Chacune. Ah, pardon, ah oui, il faut faire attention parce que ça serait... Oui, ils sont un peu Non, ce que je voulais souligner, c'est que à la fin de beaucoup des récits, chacun fait un quiboka, c'est-à-dire nomme les différentes personnes de sa famille élargie ou de ses enfants qui ont disparu dans le génocide. C'est-à-dire c'est une lecture des noms qui prend place à la fin de chaque récit. Et vous-même, vous savez travailler comment avec les personnes? Les textes ont été travaillés par vous deux? Beaucoup pas. Allez-y.
On a travaillé en permanence tout le temps, ensemble. Bon, après, peut-être qu'au niveau de la rédaction, j'y mis ma plume un peu. Mais pas beaucoup. Hein. Je veux dire, les textes qui sont dans les recueils en question, ils n'ont pas été retravaillés du tout. Il n'y a jamais eu de critique ou de direction d'écriture. Donc c'est vraiment la mémoire de chacun des auteurs et de chacune des autrices qui est là. Pardonnez-moi, tous ces témoignages ont été reçus, je viens de penser à la question, je n'avais pas pensé ça avant, en français? Non. En Kinyarwanda. Oui, dites-moi. Et ils ont été traduits, mais de toute façon, au Rwanda, on était tout le temps avec un ou une traductrice, évidemment. Parce que, donc ça part apprendre quelques mots... Donc ça fait un travail très colossal, quand même. Colossal, ouais. Oui, c'est le mot. Hein? Oui, c'est énorme. Et d'ailleurs, une question, j'ai dû vous poser la question, et tout à l'heure, Valence, les documentaires, il faut signaler, il n'est pas en français. Il est... Comment s'appelle la langue du Rwanda? Kinyarwanda. Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi de les faire dans la langue du Rwanda? Pourquoi choisir le Kinyarwanda? Et vous la maîtrisez complètement parce que c'est un dialogue surtout entre vous et votre sœur. Oui. Oui, justement, en fait, parce que peut-être ce que je n'ai pas expliqué, c'est que le documentaire, justement, c'est ma grande sœur, au moment du génocide, elle n'était pas à la maison. Donc c'est l'aînée de la famille. Elle n'était pas à la maison, elle était en vacances parce que c'était les vacances de Pâques. Et du coup, elle était chez ma tante à Nyamirambo. Et là-bas, du coup, c'est là aussi elle a survécu. Voilà. Et après le génocide, vu que justement, même nous, les enfants rescapés, on n'était pas, on était adoptés, mais vraiment, on vivait pas vraiment ensemble. Donc, et après aussi, elle est partie en Allemagne et moi, je suis venu en France. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, elle ne parle pas français. Donc, elle a écrit son témoignage, mais en allemand. Et moi, donc, parce qu'au fait, quand je l'ai appelé pour lui dire que j'écrivais, donc, que je venais de terminer mon livre, elle m'a dit qu'aussi elle venait de terminer son livre. Donc on ne s'est pas consulté, mais elle a fait son livre, du coup, mais en allemand et moi en français. Donc elle n'a pas lu du coup mon livre et moi j'ai pas lu son livre. Et du coup, vu que c'est toujours compliqué de témoigner en famille et de raconter, et là du coup je n'arrivais pas vraiment à lui raconter l'histoire du coup. Donc c'est comme si en fait c'est moi qui en fait je dirais l'histoire de nos parents. De mes parents, mes grands-parents, parce qu'on habitait ensemble, enfin, on habitait à côté de mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et du coup, il y avait que moi, en fait, et qui pouvait raconter tout le chemin qu'on a fait, justement. Et là, du coup, donc, l'idée, du coup, c'était partir avec donc, ma grande sœur et mon petit frère aussi, qui est en France. Et du coup, l'idée, c'était de partir tous les trois et qu'on fasse en fait le parcours, le chemin donc à partir de là où on vivait jusqu'à là où ils ont été tués. Et là, du coup, mon petit frère et le papy donc venir avec nous. Et du coup, je suis allé avec ma grande sœur. Donc, c'est en Kinyarwanda, justement, parce que déjà, c'est la langue qu'on on pratique donc, entre nous. Et aussi, je voulais aussi quand même de raconter. C'était même la première fois vraiment que je témoignais, que je racontais mon témoignage en Kinyarwanda. Je voulais aussi le raconter en Kinyarwanda parce que c'était la première fois. Et vous racontez beaucoup dans les écoles primaires aussi, c'est important, aux collégiens, c'est transmettre tout ça. Je vais revenir tout à l'heure, mais parce que je voulais vous poser une question à vous, scolastique aussi, concernant... Et on a parlé, il faut le signaler, on parle d'histoire, mais votre livre, c'est un roman. Vous faites appel à l'imagination. Est-ce que les personnages sont imaginaires, mais peut-être aussi sur une forme d'histoire qui est tout à fait vraie aussi. Donc comment est-ce qu'on mêle l'histoire à l'imaginaire? Parce que quand c'est une expérience très, très, très douloureuse, c'est difficile de le transmettre par l'autobiographie. J'en ai fait l'expérience
avec mes 2 premiers livres autobiographiques. C'est comme si vous vous piquiez avec une lame tranchante qui rouvre vos blessures, au fait. C'est comme vraiment... L'autobiographie, c'est quand on rencontre une histoire vécue, gentille, dans un village, ou alors quand c'est une obligation incontournable, comme pour Nyenzu les cafards, qui était le seul livre que je me devais d'écrire. C'était le seul et unique. C'était absolument... vous posiez la question à Florence, est-ce que vous pensez aussi à la vie des gens? Parce que justement, dans Nyenzi, je voulais redonner vie à mes gens. C'est pour cela que je me suis employée à nommer les noms, à leur donner et à chaque nom, à essayer d'accrocher à chaque nom un souvenir heureux, vivant, le rendre vivant. En fait, c'est ça l'écriture, Eduardo. L'écriture, c'est le moyen de redonner une vie à des êtres chers, de les rendre vivants, de les rendre présents, malgré l'absence. Et c'est le cas de Julienne. Donc, alors d'abord, je réponds à votre question. Alors, quand c'est très douloureux, et la seule solution, c'est pour cela que ce n'est pas un miracle, non, je ne crois pas au miracle. Ce n'est pas un miracle. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, mais je suis d'accord avec vous. Quand je vois l'église de Donyamata, les dégâts, il y a longtemps que le miracle, non, il n'y a pas de miracle, non. C'est-à-dire, il y a un hasard, mais pas de miracle. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de hasard, heureusement. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on dit qu'un génocide, heureusement, n'est jamais parfait. Et malheureusement, et peut-être aussi heureusement, il laisse beaucoup d'orphelins. Quand on voit l'histoire de la Shoah partout, ça laisse toujours beaucoup d'orphelins. Et ça, on ne peut pas dire que c'est le miracle, c'est un hasard. Et il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est Primo Levi, j'aime bien Primo Levi. Comme il n'y a pas de bonheur parfait, il n'y a pas de malheur absolu non plus. Voilà, c'est pour cela, c'est ça. C'est dans ce cadre-là. Alors, donc moi, j'ai préféré toujours, quand j'ai découvert que je pouvais écrire un roman, parce que chaque fois, je me tâtais, je ne savais pas dans quel sens j'étais. L'autobiographie, c'était sûrement plus accessible parce que je racontais l'histoire. Et en plus, j'avais fait comme toi. J'ai préféré écrire Nyenzi ou les cafards dans la posture d'une petite fille qui ne comprend pas ce qui arrive à 3 ans. Toute cette brutalité, tout ce enchaînement. Et c'est surtout, quand je dis dans l'écriture, au départ, oui, j'ai sauvé tout ce que je pouvais sauver. Mais après, quand il a fallu penser, publier, j'ai quand même pensé au lecteur. Je me suis dit, il faut absolument que ce ne soit pas... Je n'ai pas le droit. Ce n'est pas parce que j'ai souffert que je vais faire souffrir le lecteur aussi. Donc, je vais essayer de prendre un angle, une posture qui permet de mettre la vie, la douceur dans ce que je vais écrire, qui est un sujet très, très difficile et très douloureux. Et pour écrire Notre-Dame du Nil, mon premier roman, vous voyez, c'est mon premier roman. Et je reviens à ce que mon voisin disait. J'ai très tôt appris que j'étais Tutsi, que donc je devais faire profil bas. Parce que tout autour, on n'était pas nombreux. À Nyamata, c'était différent. On n'était que nous. On n'était que des Tutsis. Je ne connaissais pas Hutus. Je ne sais pas à quoi ils ressemblaient. J'ai grandi jusqu'à la fin de l'école primaire, où le hasard, qui n'est pas un miracle, va faire que je fasse partie des 10% et que j'aille dans ce lycée
Notre-Dame de Cîteaux, d'où l'écriture de Notre-Dame du Nil. Et c'est là, au lycée Notre-Dame de Cîteaux à Kigali, l'école d'élite féminine, où il y avait toutes les filles des grandes personnalités politiques, dont les filles de présidents, tous les ministres. Et c'est là, au lycée Notre-Dame de Cîteaux, que je vais découvrir la discrimination, la vraie. Pour ceux qui ont vu le film Notre-Dame du Nil, Virginia, je ne l'ai pas fait exprès, mais Virginia incarne scolastique dans son lycée Notre-Dame de Cîteaux. Donc je rencontre vraiment la mise à l'écart, la méchanceté, la haine et la vraie en direct, face à face, nu à nu, parce que je n'ai pas les parents, parce que nous, on voyait les Hutus quand ils venaient nous tuer. Et là, ce sont les parents qui prenaient les coups. Nous, on était protégés. On faisait semblant que ce n'est pas grave. Et d'ailleurs, comme on avait créé la grande famille, donc c'est tous les adultes, on se regroupait quand on sentait que les choses étaient menaçantes. On se regroupait et les adultes avaient l'obligation, les mères avaient l'obligation de protéger les enfants et de faire en sorte qu'ils ne soient pas trop traumatisés. Au lycée Notre-Dame de Cîteaux, j'étais toute seule, face absolument à des camarades qui, en effet, me faisaient comprendre ce que c'est un cafard, que j'étais un cafard, que je n'avais aucun avenir, que je ne ressemblais à rien qu'un cafard. Et là, Notre-Dame du Nil, c'est là où j'ai dit, quand j'ai écrit les autobiographies et que je sentais le bienfait que ça m'apportait, parce que quand même, la meilleure thérapie pour un rescapé ou un survivant, je reconnais quand même que je suis favorisée, c'est de pouvoir écrire. Parce que c'est ce que j'ai appelé le poison. Ce poison que vous avez en vous, il n'y a pas un autre moyen de l'extraire de votre corps que en passant par la feuille blanche et un stylo. La feuille blanche qui ne vous pose pas de questions, à qui vous confiez votre histoire. Vous lui déléguez votre histoire. Et là, j'avais quand même goûté au bienfait de même les autobiographies, surtout La femme au pied nu, parce que quand même si c'est autobiographique, c'est le livre sur ma mère et le livre sur votre mère, il y a quand même une part d'affectif qui prend une place importante. Donc, j'avais évacué vraiment, j'avais goûté à ce que l'écriture pouvait me sauver. D'ailleurs, j'aime bien citer ces livres, je les ai lus qu'après. Quand j'ai écrit, je n'avais pratiquement rien lu. C'est dans L'espoir de cette tragédie de Shalom Oslader qui dit l'écriture, c'est une question de contrôle et de maintien. C'est en écrivant que je découvrais que l'écriture m'apaisait et me rendait plus normal. C'est très important, c'est vrai. Les mots prennent de l'importance quand vous êtes dans le même statut, vous avez la même histoire et vous comprenez ce que ça veut dire. Et donc, Notre-Dame du Nil, il fallait absolument que je ne pouvais pas me sentir bien, dire ce que j'ai appris plus tard, parce qu'au mot catalogue, vraiment, le modèle même de la résilience. Cette résilience, j'allais mieux, mais j'étais loin d'atteindre cette résilience, d'apprendre à vivre avec la douleur comme je peux avec ce que j'ai. Donc, il faudra, pour m'en sortir, que j'écrive mon expérience au lycée Notre-Dame de Cîteaux. Mais là, il fallait trouver un moyen d'écrire cette histoire, de la sortir de moi. Et c'est là où je me suis dit, je vais créer des personnages qui vont raconter mon histoire. Et là, mon histoire ne sera pas directement dans moi, je l'aurais mis face à moi. Je ne pouvais pas
écrire le personnage de Gloriosa que je rencontrais sur tout mon parcours au lycée, comme à l'école d'assistance sociale, directement avec en voyant directement ce qu'elle me faisait vivre. Donc, on prend le masque du roman pour raconter une histoire vraie. C'est le cas de Julienne et c'est le cas de Notre-Dame du Nil. Et une question depuis, j'ai entendu la rencontre tout à l'heure aussi, et aujourd'hui, et il était beaucoup question tout à l'heure de soigner les blessures, et j'ai fait pas mal de rencontres autour de la Shoah, et les gens, en général, les anciens rescapés, même Simone Veil, plusieurs fois, ça m'est arrivé de l'interviewer aussi, et ne supportaient pas cette question qu'on leur posait. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir guéri vos blessures? Non, ils disaient tous, certainement pas. On apprend surtout à vivre avec nos blessures, ce qui est tout à fait différent. Est-ce que vous partagez cette idée? Parfaitement, excusez-moi mes amis. Je rebondis tout parce que c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que l'écriture, à ce qui me concerne, l'écriture n'a pas aboli en moi la souffrance. Par contre, elle m'a permis de vivre avec cette souffrance et d'en faire même une force. Et c'est ce que je pense que c'était ça qu'on voulait me dire, que j'étais le modèle même de la résilience. Ça vous permet de vivre autrement, mais cette souffrance, oh, Eduardo, j'étais le 7 avril à Beka Arena, la grande journée de commémoration d'Ibuka, des souvenirs. Bien évidemment, il y a deux sentiments. Il y a le sentiment de faire le bilan 30 ans après. C'est mesurer les forces qu'on a gagnées pour accepter justement, pour accepter de vivre avec notre souffrance. Il y a un terme, je ne sais pas, c'est une association des femmes au Rwanda. Je crois que c'est une association c'était le nom de l'association, je crois. Le courage de vivre avec notre douleur. C'est ça. Même Macron, quand il a été au Rwanda, c'est le mot, c'est la phrase que j'ai retenue. Après le génocide, on ne vit pas, on vit comme on peut. Cette phrase, tout le reste, on attend voir des promesses. Mais il a bien parlé là. Et même, il avait dit quelque chose, j'ai pris chez tout. Il avait commencé, je crois qu'il avait préparé son truc. Il a dit, Ndibuka. Au lieu de dire Kwibuka. Au début, j'ai dit peut-être il s'est trompé, il a déformé. Mais à mon sens, il savait ce qu'il disait. Ndibuka, ça veut dire qu'à ce moment, il s'associait à nous, il était avec nous. Il répondait à notre proverbe qui est là toujours. Ce ne soit pas un proverbe, c'est un dicton. Non, c'est même pas un dicton, c'est ce qu'on dit. Quand on est dans le grand malheur, on dit « Kudu fatamu mugongo ». Tous ceux qui viennent vers nous, la communauté internationale, qui viennent justement ce jour-là, le 7 avril, avec nous, on pense qu'ils sont là pour Kudu fatamu mugongo, nous stonner le dos. Pourquoi on dit stonner le dos? Parce que je pense qu'on a pensé. Parce que stonner le dos, c'est vraiment... Le dos, il prend le coup quand c'est vraiment une douleur extrême, invivable. Et on a dit le dos
Parce que le dos, c'est le dos de la mère qui porte le bébé. Et c'est venu quand justement les voisins viennent voir la mère qui a perdu l'enfant pour lui donner le dos parce qu'elle ressent la douleur massive dans le dos. Je pense que Pauline a senti la douleur plus massive dans le dos. N'est-ce pas, Pauline? Donc, vous savez, on peut continuer pendant très longtemps. Si vous savez, vous, des questions sont tout à fait les bienvenues. Ça fait 1h30 qu'on parle de ça. Ça a passé très vite. Quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Donc, Olivier Routaïsiré. C'est très, très intéressant, mais il y a un truc que j'ai relevé et j'aimerais bien, justement, qu'on y revienne parce que c'est très, très important pour des générations à venir, des jeunes comme Valens. Le fait de comprendre, en fait, que ça allait arriver, que ça allait se passer. On voit une opposition de deux générations, en fait, où nous, on essayait de nous protéger. La famille faisait tout pour que, à la maison, on ne sente pas ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui a fait qu'on a découvert ça à l'école, avec des copains. Mais vous, votre génération, je pense qu'il y a un élément historique qui explique le fait que, justement, vous le saviez. Vous le saviez. En 92, en 90, il y a eu l'attaque, évidemment, du FPR. Donc déjà, ça a mis à jour ce qui se passait dans le pays. En 92, on a eu les massacres, on a eu le génocide. Dans le Nord, on a eu le témoignage tout à l'heure. Au Boudiessera, un peu partout, pour essayer. Donc je crois que quand tu avais 7 ans, à mon avis, ces événements, comme les jeunes de ta génération, ont pu montrer... En fait, les parents ne pouvaient plus cacher. Ils ne pouvaient plus protéger. C'était fini. C'était fini. C'était lancé en fait en pâture. Et je pense que c'est très, très important de le comprendre parce que ce que tu exprimes, ce que tu dis, c'est totalement différent de ce que les autres générations, justement, expriment là-dedans. Et je trouve ça très, très intéressant. Très intéressant. Et regardez son film avant moi. Voilà, justement. Alors, moi, je n'ai pas encore regardé, mais je pense que je vais le regarder avec émerveillement parce que c'est très, très important et c'est génial. C'est génial. Franchement, chapeau. Non, et en plus, je n'ai pas dévoilé parce que voilà, il est monté dans l'émotion dans les films toujours. C'est vraiment très bien écrit. Vous pouvez répondre à la question d'ailleurs, tiens. Oui, je ne sais pas si c'était une question. Justement, là, je viens d'avoir une explication de ce que je me posais justement comme question. Parce que c'est vrai qu'en fait, après le génocide, mais toujours dans les commémorations, c'est souvent les personnes qui étaient en tout cas un peu âgées, enfin adultes pendant le génocide, qui témoignaient. Et du coup, nous, peut-être notre génération, justement, c'est aujourd'hui qu'on commence vraiment à témoigner. Sauf que justement, quand on témoigne, il n'y a pas ce côté où... je me souviens que quand j'écoutais les témoignages toujours de personnes qui disent nous, avant le génocide, les Hutus et les Tutsis, on vivait ensemble sans problème. Et moi, je disais, mais pas du tout pour moi. Et du coup, donc il y avait des choses comme ça, en fait. Et du coup, là, que je commence à en comprendre, c'est vrai qu'à 90, du coup, moi, j'avais 3 ans. Donc, le FPR venait de... Du coup, moi, j'ai grandi avec justement le FPR qui est pas loin, quoi. Donc, c'est vrai que ça peut s'expliquer aussi. Oui. Et d'ailleurs, à propos de jeunesse, c'est une question que je voulais vous poser à vous, Florence, même tout à l'heure. Les gens qui s'expriment aussi dans les témoignages, lorsque 1994 est arrivé, et 94, les génocides, c'était très jeune tout ça. Il y avait des jeunes mères des familles, les garçons étaient, quoi, ils avaient 18, 20 ans. Moi, je pense... Il y a une diversité, d'abord, entre les garçons et les filles. Les garçons qui ont écrit dans cet ouvrage étaient tous des étudiants,
au secondaire, mais rarement informés auparavant des dangers. C'est pour ça que je suis surprise de ce que tu dis, c'est-à-dire que toi, tu savais, tes parents, ton père, t'a dit attention, fais attention, voilà la situation. Et c'est une question que j'aimerais beaucoup approfondir d'ailleurs, parce que en général, dans les récits, tout le monde dit, enfin ceux qui étaient assez jeunes ou à l'école primaire ou secondaire, disent, et je crois que c'était la réalité, qu'ils ne savaient rien. Ils étaient protégés sûrement comme par les parents. Mais c'est une question très difficile parce que quand on entend « Ah oui, on vivait en bonne entente avec les voisins », on se dit « Mais quels voisins, les ennemis, ceux qui ne pensaient qu'à les attaquer ou à les détruire ?» Donc, je trouve que pour comprendre le génocide, il y a cette question de génération et de ce qui était dit ou pas dit par les parents, qui est vraiment fondamentale et qui est très liée aussi à une question qui revient tout le temps chez différents auteurs, c'est comment est-ce qu'on va parler du génocide à nos enfants. Et alors, c'est pas la même chose si l'enfant a 5 ans ou s'il en a 10 ou 12, mais c'est une question permanente, récurrente chez tous les jeunes parents d'enfants à l'heure actuelle au Rwanda. Et je pense que c'est aussi une question qu'il faudrait travailler ou pour aider à répondre à cette question-là, qui est celle de tous les parents. Et il faut dire aussi que le Rwanda, c'est un pays très jeune aussi, aujourd'hui. Oui. Plus, je ne sais pas, je crois que c'est plus de la moitié de la population qui est née après 1994. Donc. Oui. Mais déjà, dit par Florence, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas d'occulter cette histoire du génocide. De toutes les façons, avec les commémorations du Kwibuka, que ce soit un enfant qui est capable d'entendre et de voir, il est au courant seulement. Et puis dans les écoles, je vois les témoins de pas des témoignages, mais les documentaires, dans les écoles. Et puis même, je suis allée dans les écoles à Nyamata, dans les écoles primaires. En fait, c'est de la responsabilité. Les enfants vont à l'école, bien sûr, dans les campagnes. Moi, quand je parle du Rwanda, je parle de la campagne. Dans les campagnes, l'enfant va encore à l'école à l'âge de 6 ans. Bon, et à l'âge de 6 ans, c'est de la responsabilité de l'enseignant. Ça fait partie de l'histoire. C'est de l'histoire. C'est Kwibuka. C'est-à-dire la pierre tranchante démasquée. Moi, j'aime utiliser toujours le Kinyarwanda. C'est normal, je suis l'ancienne. Et c'est comme ça qu'on parle le Rwanda. On utilise toujours les proverbes. Et, donc, la pierre tranchante démasquée ne peut plus abîmer la roue. On parle de ce proverbe. Donc, on n'a absolument pas à occulter cette histoire. Ça fait partie de leur histoire et c'est à l'enseignant de trouver les mots. Je parle sous le contrôle de Marcel, qui n'est pas plus âgé que moi, c'est l'ancien comme moi, hein, on est ancien. Donc, c'est à l'enseignant de trouver les mots qui ne traumatisent, parce qu'on n'est pas à traumatiser l'enfant, mais qui ne lui cachent pas son histoire. Et d'ailleurs, le travail, je pense qu'il est rendu possible et accessible à partir du moment où ces enfants sont au même toit, toi grandi, sauf que tu avais déjà appris qu'il y avait Hutu et Tutsi, avec l'abolition de la carte d'identité ethnique. Aujourd'hui, tout le monde est rwandais, tout simplement. C'est quand on est à Kigali, Florence, je pense que vous qui merci d'être chez nous. Je ne suis pas bienvenue parce que ça fait longtemps que vous êtes chez moi. Installez-vous bien chez moi. Et vous êtes chez vous. Et c'est-à-dire que quand on est à Kigali, j'espère que vous avez planté la bananerée et tout, et que vous vous êtes procuré des vaches. Et donc, c'est-à-dire quand on est à Kigali, les vaches à Kigali. Et la bière des bananes, je ne connaissais pas la bière des bananes aussi.
quand on est à Kigali, on ne peut pas s'amuser à demander qui est Hutu, qui est Tutsi. On s'amuse à savoir qui est Rwandais, qui ne l'est pas, parce que justement, nous avons cette chance de parler la même langue au Kinyarwanda. Et c'est le seul indicateur pour savoir qui est Rwandais et qui n'est pas Rwandais. Dis-moi dans les villes, dans les campagnes, c'est 30 ans après, ça traîne encore. Mais il n'y a pas de tabou par rapport à l'histoire du génocide. Absolument. C'est ce que justement je rencontre de souffrance à des peuples justement qui ont subi l'esclavage. Parce que le Rwanda, justement, nous avions échappé à l'esclavage et le génocide nous a rattrapés. Bon, c'est dommage. Et donc, ceux qui ont vécu, ceux qui ont une histoire d'esclavage, c'est ça le problème, par exemple, au Brésil, parce que justement, l'histoire de l'esclavage est occultée. Et ils sont en grande souffrance. Au Rwanda, il n'y a pas de tabou. Le génocide a eu en plein jour. Le génocide, tout le monde se reconstruit. Mais on ne critique pas cette histoire. On crée l'espoir, mais à partir justement de ce passé qui doit nous servir à mieux construire le présent. Alors, à ce qui concerne ce que monsieur disait, je pense que les parents, en effet, de la génération comme Marcel et moi, et Pauline, hein, ils faisaient tout pour qu'on ne voit pas. Parce qu'il y avait encore de l'espoir. Mais quand tu es né de ton époque, de ta période, de 90, de toutes les façons, ils n'avaient pas baissé les bras. Mais en même temps, on voyait bien que tout était là pour l'extermination. Ça commençait. 90, on a commencé déjà vraiment à tuer. 92, on a tué beaucoup d'Aroboudiessera chez moi. Donc, c'est-à-dire que là, on ne pouvait plus, quand tu es né, on ne pouvait plus rien cacher. Et puis, il y a l'école. Il y a l'école. Toi-même, tu dis qu'à l'école, il y a des enfants qui ne voulaient pas jouer avec toi. Donc, il y avait un moment où les parents, les corps, contrariaient ce qu'ils essayaient de faire à la maison, sauf justement mon histoire particulière de déportation des Tutsis, où jusqu'à l'âge de 12 ans, on a essayé de nous protéger, mais j'ai eu le malheur, j'ai eu la chance et le malheur d'aller au lycée où je découvre qu'en effet, il y a des méchants qui veulent nous tuer. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a... Il y a un livre qui a été fait il n'y a pas longtemps qui est remarquable sur une chercheuse. Et d'ailleurs, les anniversaires, les commémorations, ça sert à ça. Il y a une trentaine de livres qui sont sortis. Et souvent, la plupart de très grande qualité. Et ça m'a rappelé, vous racontez, je crois, dans le documentaire, une jeune femme qui n'était pas Tutsi, elle était Hutu. Mais son enfant était Tutsi. Et on a du mal, lorsqu'on n'a pas vécu ça, à s'imaginer que ça pouvait aller même jusque-là. Donc, et on apprend des choses comme ça et vous racontez cette histoire. Je ne sais pas si l'enfant a été sauvé ou pas, mais c'est important de lire le livre, de regarder les films et assister aussi aux conférences. Je tenais simplement à vous remercier, vous tous. Merci beaucoup. Et les livres sont là pour la signature. Pardonnez-moi, merci. Excusez-moi. Quand même, c'est très important. Il faut remercier. Pauline, pardon, Pauline est le mémoire de la Shoah. Donc, Pauline, vous pouvez l'applaudir, Pauline. Je dois remercier Pauline Dubuisson qui m'a tenu presque la main et qui m'a permis d'être là aujourd'hui, ce jour, là où je dois être, et avec vous, toutes et tous. Et je remercie bien sûr les gardiens du mémorial de la Shoah, d'avoir organisé cette journée comme ils ont organisé Drancy, pour nous soutenir le dos, pour nous apporter le soutien en ces mois de souvenirs, avril, mai, juin. C'est vrai que ce sont les mois où nous sommes très fragilisés. Alors voilà, donc je vous remercie tous le public. Et puis alors voilà, lisez. Bien, c'est moi qui vous remercie toutes et tous d'avoir été présents toute cette journée. Merci à nos invités également et à Ibuka d'avoir préparé avec nous cette ample, effectivement, programmation avec l'ensemble des propositions de films, de rencontres, de témoignages et de conférences. À très vite. Merci à tous.